Vous vous êtes baigné au lac cet été? L'eau était incroyablement transparente, il y avait des poissons partout et surtout, ça rendait ces températures caniculaires un peu plus supportables. Le même épisode de chaleur, il y a 40 ans, ça n'aurait pas été la même. La plupart des plages étaient interdites à la baignade. Contamination bactériologique et eau polluée. De toute façon, vous n'auriez pas eu tellement envie de vous baigner. L'eau aurait été verte. Alors, que s'est-il passé en 40 ans? Comment est-on passé d'un lac, décrit comme un lac à l'agonie, au Léman que nous connaissons aujourd'hui? En fait, je m'apprête à vous raconter, une fois n'est pas coutume, une belle histoire en environnement. Une histoire où le collectif a su faire basculer les décisions politiques du côté de la régénération environnementale. Alors, petit guide illustré de la résolution d'une crise environnementale en 5 chapitres. Chapitre 1, plantons le décor. Nous sommes au milieu des années 60. Le Léman est littéralement un égout. Les eaux côtières sont contaminées aux bactéries fécales. Les concentrations en phosphate ont été multipliées par 4 depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les phosphates agissent comme des fertilisants, donc les algues prolifèrent. Une fois qu'elles meurent, ces algues tombent au fond où elles sont dégradées par les microbes. Pour opérer cette dégradation, les microbes ont besoin d'oxygène. Donc plus il y a d'algues à dégrader, plus ces microbes consomment d'oxygène, et certaines zones profondes du lac sont totalement désoxygénées. Les stocks de poissons nobles s'effondrent. Alors face à cette dégradation de l'environnement, on met en place des mesures. On construit ces énormes piscines luxueuses à 2 mètres du bord, comme on voit à Genève, à Lausanne, à Thonon, pour essayer de maintenir une baignade avec une vue sur le lac. Pour les poissons, on met en place des piscicultures d'État qui ont pour mission de pêcher des géniteurs, de faire de la reproduction en bassin et de relâcher les alevins quand ils sont moins sensibles à la pollution. Et puis, puisqu'il y a un demi-million de personnes à l'époque qui dépendent du Léman pour leur eau potable, on augmente la quantité de traitements chimiques nécessaires pour potabiliser les eaux. Mais toutes ces mesures ne sont que palliatives. Elles traitent la conséquence, elles ne traitent pas la cause. Et la situation s'empire. Au point que, en 1970, le chimiste responsable du service des eaux de Genève s'alarme du fait que l'on a atteint le plafond des traitements chimiques que l'on peut appliquer sur l'eau du Léman pour la rendre potable. Chapitre 2. De l'indignation à la législation. Au début du XXe siècle, il n'existait pas de programme de mesures scientifiques environnementales sur le lac. Les personnes qui ont été témoins de cette dégradation, ce sont ces personnes qui observent le lac tous les jours et qui vivent du lac, donc les pêcheurs. Et en fait, dès la fin du XIXe siècle, les pêcheurs commencent à alarmer sur la dégradation des eaux du lac. Ils saisissent le département fédéral de l'Intérieur, mais rien ne se passe. Ce n'est vraiment qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale que l'appel des pêcheurs est entendu par des scientifiques comme René Monod ou Otto Jack. Et ces scientifiques, non seulement ont commencé à documenter par des faits scientifiques, des données, cette dégradation du lac, mais ils se sont engagés dans des collectifs, ils se sont engagés en politique et ils se sont appuyés sur les médias pour faire passer le message. Le battage médiatique a été tel qu'en 1955 a été votée en Suisse la première loi sur la protection des eaux. Il était maintenant un délit de polluer les eaux de surface et l'État fédéral avait pour devoir de protéger les eaux. Chapitre 3. De la législation à la mise en action. Il ne suffit pas de voter une loi pour qu'elle soit appliquée. Protéger les eaux de surface, c'est bien, mais faut-il encore savoir de quoi il faut les protéger, quelle est la cause du problème et quelles sont les mesures à mettre en place pour restaurer la qualité de ces eaux. Alors on a créé la CIPEL, la Commission internationale de protection des eaux du Léman. C'est un organisme franco-suisse qui regroupe des administratifs, des scientifiques et des dirigeants politiques des 2 côtés de la frontière. Et cette CIPEL a 2 missions. La première, c'est d'organiser le suivi scientifique, la collecte de données sur les eaux du Léman.
Et la seconde, c'est de fournir des recommandations qui permettent d'atteindre une meilleure qualité des eaux. Et la CIPEL en a fait deux. La première est assez évidente. On rejetait jusque-là nos eaux usées directement dans le lac, avec pas ou peu de traitement. Il fallait donc faire en sorte que tous les habitants et habitantes du bassin du Rhône soient connectés à un système d'épuration des eaux. On a donc posé 3 milliards de francs suisses sur la table. Et entre les années 60 et 80, de nombreuses stations d'épuration ont été construites au bord du lac, mais aussi en amont. La contamination bactériologique s'est stabilisée. Et pourtant, très peu d'effets sur les phosphates. Ces stations d'épuration ne disposaient pas ou peu de processus de déphosphatation. On relarguait toujours autant de phosphates dans les eaux du lac. Alors la CIPEL a émis sa deuxième recommandation, il faut traiter le problème des phosphates à la source. Et ces phosphates venaient des détergents dont l'utilisation avait explosé à la suite de la Seconde Guerre mondiale, alors que les ménages s'équipaient de plus en plus de lave-linge et de lave-vaisselle. On va donc voir ces fabricants de détergents, on leur explique le problème des phosphates et on leur dit qu'il faut qu'ils arrêtent de mettre des phosphates dans les lessives. Ce à quoi tous les industriels répondent « mais oui, bien sûr, tout de suite, on va le faire, il n'y a aucun problème ». Pas du tout. Pas du tout. Bien sûr que non. Fin de non-recevoir. Les phosphates sont présents dans les détergents parce qu'ils luttent contre la dureté de l'eau. Il n'existe pas de substitut possible aux phosphates et quand bien même, ça coûterait trop cher. Et puis, les lobbies industriels ont l'oreille de la plupart des dirigeants et sous raison de sacro-sainte liberté de commerce, on ne cherche pas à contraindre les industriels. Alors on fait des mesurettes, c'est-à-dire qu'on édicte une ordonnance en 77 qui demande aux industriels des détergents de bien spécifier sur les barils la bonne quantité de lessive qu'il faut utiliser. Autant vous dire que la sous-commission qui a édité cette ordonnance comportait 2 fois plus de représentants des industries que d'habitude, et aucun représentant de la société civile ni des associations environnementales. Donc évidemment, cette mesure n'a eu aucun impact. Les phosphates ont continué d'augmenter au point qu'à la fin des années 70, les scientifiques s'alarmaient de la dégradation du lac au point de l'appeler un mort en sursis et en spécifiant que si rien n'était fait dans les 5 années suivantes, les dommages seraient irréversibles. Chapitre 4, le dénouement. On aurait pu en rester là, mais là encore, c'est la force du collectif qui a agi. Se sont formés de nouveaux collectifs, notamment l'association de sauvegarde sur le Léman, qui regroupait là encore des scientifiques et des citoyens. Cette association s'est mobilisée massivement pour alerter, informer, s'impliquer en politique, contribuer à l'élaboration des lois. Résultat, en 1986 a été votée la loi suisse interdisant les phosphates dans les lessives. Une première à l'échelle de l'Europe. Cette interdiction de phosphate dans les lessives a eu des effets bénéfiques spectaculaires sur l'environnement, sans pour autant créer aucune crise du linge sale en Suisse. Les concentrations en phosphate n'ont cessé de diminuer depuis, et elles sont aujourd'hui proches de celles qu'il y avait dans le lac à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les bénéfices sur la qualité de l'eau sont manifestes. Les eaux, on voit rarement maintenant dans les eaux ces proliférations d'algues, elles sont rarissimes. Success story, mais attention. Cette régénération du lac, si elle est manifeste, ne reste que partielle. Les problèmes de désoxygénation du fond persistent. En fait, certains processus profonds, comme l'avaient prédit les scientifiques, ont été altérés de façon durable. En quelque sorte, le lac a gardé une mémoire de cette crise des phosphates. C'est ce qu'on appelle un point de bascule. En plus, ces problèmes de désoxygénation sont renforcés par la crise climatique actuelle. Vous le savez sûrement, la quantité de chaleur accumulée dans le lac est maintenant de plus en plus élevée avec le réchauffement du climat. Et il devient de plus en plus difficile de brasser cette masse d'eau en hiver. Or, c'est ce retournement hivernal qui réapprovisionne le fond du lac en oxygène. Alors, il faudra, à cause de ces points de bascule et de ce renforcement climatique,
diminuer les concentrations en phosphate encore plus bas que ce qu'elles n'étaient avant la crise. Et enfin, chapitre 5, qu'y a-t-il à retenir de cette histoire du Léman et de ces phosphates? En fait, moi, je vois deux leçons. La première, c'est qu'il n'existe pas de bénéfice net à laisser un environnement se dégrader. Il coûte à peu près 2,5 fois plus cher de mettre en place les mesures qui permettent de restaurer un écosystème que celles qui sont nécessaires à le protéger. En plus, quelle que soit la quantité d'argent que vous mettez sur la table, cette régénération sera au mieux partielle. Il existe toujours une dette environnementale. Et ça, c'est à cause de ces points de bascule. Ce sont ces points de bascule que l'on redoute si on réchauffe le climat au-delà des 1,5 degrés. Si on passe ces points de bascule, non seulement on aura encore plus de difficultés à stabiliser le climat, mais surtout, on aura encore plus de difficultés à le prédire. La deuxième leçon, c'est la force du collectif. Passons en revue les acteurs de cette crise des phosphates dans le Léman. On a des lanceurs d'alerte, on a des commissions qui documentent scientifiquement les faits et qui fournissent des recommandations, des solutions à la crise. Et de l'autre côté, on a des lobbies industriels réfractaires à ces changements. Au milieu, les politiques, libres d'écouter ou pas les recommandations et les solutions. Ça vous rappelle rien? La différence entre la crise des phosphates et la crise climatique actuelle, c'est la masse du collectif. Dans la crise des phosphates sur le Léman, je ne vous parle pas d'une mare, je vous parle du plus grand réservoir d'eau potable d'Europe occidentale. Dans la crise des phosphates sur le Léman, c'est le collectif, la force du collectif qui, par 2 fois, a réussi à faire édicter et appliquer des lois dans 2 pays différents. Dans le cas de la crise climatique, c'est cette masse critique dont on a encore besoin. Alors je sais que face à l'ampleur des enjeux et des forces en présence pour ce qui est du climat, on se sent souvent individuellement assez impuissant. Mais quand ça vous arrive, sortez, allez vous promener au bord du lac et dites-vous que ce que vous avez sous les yeux, c'est la preuve palpable de la victoire possible d'un collectif de David contre Goliath.